Bonjour, cette vidéo est une vidéo sur apprivoiser les contours de sa neuroatypie. Ce que je voulais témoigner, c'est que on peut, comme toute personne qui chemine vers la connaissance de soi, évoluer et avoir des prises de conscience qui vont modifier un peu la perception que l'on a. Moi, le fait de faire de la thérapie, il y a eu tout un tas de prises de conscience. J'ai cheminé et petit à petit, j'ai pu mettre un mot, donc haut potentiel émotionnel, sur ma propre neuroatypie. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime les étiquettes. Donc c'est très difficile pour moi de pouvoir mettre une étiquette, mettre un diagnostic de manière définitive, j'ai envie de dire, sur une personne. Parce que par définition, une personne, elle évolue en permanence. Donc pour moi, un diagnostic qui serait figé dans la matière, c'est quelque chose de très compliqué. Bon, ceci dit, ça peut donner des marqueurs. À un moment donné de sa vie, ça peut aider de savoir que on a cette couleur, cette texture-là, et ça peut donner des clés. C'est vrai que, par exemple, pour moi-même, le haut potentiel émotionnel, sans en faire une identité forte, ça m'a permis quand même de comprendre que les pratiques corporelles d'ancrage étaient extrêmement nécessaires, comme la danse, comme le yoga, mais je veux dire au quotidien, ou comme la respiration Wim Hof. Je pourrais donner un peu plus de détails pour m'ancrer dans le présent, bien sûr, mais m'ancrer verticalement dans la terre, vraiment avoir les pieds au sol et sortir de l'hypermentalisation, de la possibilité d'être ultra dispersé et donc de partir un peu dans tous les sens. Donc l'ancrage, c'est ça aussi, c'est la concentration, c'est la possibilité d'être vraiment concentré sur un sujet à la fois et de pouvoir être d'autant plus efficace. Donc le fait d'avoir eu ce mot-là comme rattaché à ma façon de fonctionner, ça m'a aidé sur cette voie-là d'évolution. Pour autant, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est tout simplement que je suis quelqu'un qui a été gravement traumatisé. Et en fait, c'est important de comprendre que souvent, le trauma n'est pas très éloigné, et l'intensité du trauma, d'un diagnostic en lien avec la neuroatypie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir les deux. Une personne avec autisme peut vivre des traumas, ou avec autisme, ou TDAH, ou HPI, ou un diagnostic à un moment donné, peut vivre des traumas qui vont se surajouter après son diagnostic, parce que de fait, elle a des difficultés à socialiser, de fait, elle a des difficultés à rentrer en communication. Donc, elle a plus de chances de vivre des ruptures, des échecs et des grosses difficultés d'insertion, que ce soit au niveau de la scolarisation, du loisir, de la sphère sociale, amicale, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça fait des traumas, ça crée de la blessure de rejet, ça crée de la blessure d'humiliation. Voilà, les ratios, c'est 1 élève sur 10 vit du harcèlement à l'école, et quand il est neuroatypique, c'est 1 sur 2. Donc ça montre bien qu'évidemment, quand on a des particularités pour rentrer en relation, un vocabulaire particulier, des comportements jugés bizarres, évidemment que la relation à l'autre est plus difficile. Et encore plus à l'adolescence, où pour les jeunes, c'est très important de s'identifier, de pouvoir se reconnaître, d'être le plus fondu dans la masse possible. Donc, évidemment que les traumas se surajoutent au diagnostic initial. Et donc, ça fait que parfois, une personne qui a eu un diagnostic qui avait des traits autistiques dans son enfance va se retrouver à l'âge adulte avec des carences affectives tellement fortes qu'elle va s'effondrer et donc faire des dépressions lourdes qui peuvent donner lieu à des diagnostics psychiatriques par la suite, comme troubles bipolaires, schizophrénie ou dépression grave, parce qu'il y a eu des carences affectives tellement fortes, la personne a été tellement privée d'un bain d'amis, de relations amoureuses satisfaisantes, épanouissantes, ou de relations un minimum bienveillantes, qu'à un moment donné, elle s'effondre. Il y a eu trop de carences. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver. Des personnes, on appelle ça, c'est pas très joli, mais des comorbidités, quand
quand il va y avoir un rajout de difficultés, de problématiques à un diagnostic initial. Il peut y avoir aussi autre chose, c'est-à-dire on peut se demander est-ce que finalement, mais ça c'est une question philosophique que je pose, sans affirmation, sans certitude, est-ce que finalement la neuroatypie ne se crée pas? C'est-à-dire que personnellement, j'ai pas eu de diagnostic du tout quand j'étais jeune, je me suis adaptée à ma scolarité, j'ai passé chaque fois dans la classe ordinaire, supérieure, et pour autant, je me sentais dans un décalage extrême par rapport aux intérêts des autres. Par exemple, quand j'étais dans la cour de récréation à l'école primaire, j'essayais de me représenter le concept de l'infini, et donc je me sentais parfois en décalage par rapport aux intérêts de mes camarades, et en même temps en souffrance, parce que je voyais qu'il y avait ce décalage. Et c'est vraiment, aujourd'hui, je vous dis, je peux affirmer que j'ai été gravement traumatisée. Pour arriver à affirmer cela, c'est que je suis passée par tout un chemin où j'ai pu intégrer, au fur et à mesure, l'ensemble de mes traumas, des traumas différents, multiples, qui ont pu être intégrés par mon corps, par mon psychisme, et qui font qu'aujourd'hui, je suis en capacité de pouvoir parler de ce sujet. Et surtout, j'ai pu voir à quel point, dans certains cas, un trauma peut générer de la dissociation. De la dissociation, c'est le fait de ne pas être dans son corps. À un moment donné, un trauma est vécu, on va isoler, l'émotion est tellement forte que sur le coup, l'individu n'est pas en capacité de vivre cette émotion, donc elle est isolée dans une partie du cerveau, parce que c'est pas possible à ce moment-là de faire face, donc il va y avoir une survie, une structure de survie qui se met en place, et donc la personne continue son chemin avec ce trauma qui est isolé, il ne peut pas être intégré. Plus tard, à travers une thérapie qui peut être plutôt un certain type de thérapie psychocorporelle qui vont remettre le corps en mouvement, il peut y avoir activation du système parasympathique qui va permettre au trauma d'être délogé quelque part, si le terme peut être utilisé, du corps, de la partie du corps où il est encore engrammé. Et ça demande un long chemin, un chemin de compassion, un chemin d'amour envers soi, beaucoup de compassion vis-à-vis de ces traumas. Et donc, voilà, il y a vraiment besoin effectivement de cet équilibre corps-esprit pour tout le monde, mais peut-être encore plus quand on est concerné par une hypersensibilité, que ce soit sensorielle ou émotionnelle.